Alors, j'ai intitulé ce soir cet exposé L'éthique du pervers. Après Lacan, nous appelons éthique le rapport d'un sujet à la jouissance. Le séminaire que nous étudions cette année, l'éthique, est en correspondance avec ce que Lacan écrira plus tard dans Littérateur. Nous sommes séparés de la jouissance de la chose par un littoral littéral qui n'est autre que l'inconscient. La position de chacun par rapport à la jouissance et par rapport à ce littoral à quoi nous reconduisent la répétition et le désir définiront sa position éthique. Si Lacan utilise le terme d'éthique, c'est pour autre chose que pour prescrire ce que doivent faire les gens beaux et les gens bien, comme disent les Grecs. Aussi, on ne voit pas pourquoi ne pas se demander quelle est l'éthique du pervers. J'ai évité dans mon titre de dire le sujet pervers pour ne pas le particulariser trop en tant que sujet. Il y a peut-être une éthique perverse qui déborde l'éthique des sujets que nous disons pervers. Alors il me semble justement que le pervers est toujours pris dans une éthique qui lui est particulière. Et même, nous pourrions peut-être dire que la position du pervers est fondamentalement éthique dans la mesure où il ravive le rapport à la jouissance, ce qui n'est pas sans poser de problème. Lacan dit du pervers des choses étonnantes. Le pervers, c'est l'un des modes du normal, en tant que pour lui le phallus a toute l'importance. Le pervers s'offre loyalement à la jouissance de l'autre. Le pervers milite pour la jouissance. Le pervers milite pour supplémenter l'autre, pour combler la faille de l'autre. Comment nous servir de ces points d'avancée pour poser le problème? Nous savons que le pervers est celui qui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, se sert de la loi pour faire surgir l'objet de la jouissance. Or, le désir suppose l'objet absent. Parler ici de désir ne va pas de soi, et il faut noter que Lacan, dans Kant avec Sade, ne parle pas de désir quand il s'agit du pervers, mais bien de volonté de jouissance. J'appelle donc pervers ce soir, c'est la division que nous pouvons retenir, en tout cas pour ce soir, celui qui se sert de la loi et du père pour raviver la jouissance en positivant l'objet. Alors, je vais essayer de vous parler de l'éthique du pervers chez le pervers classique et l'éthique du pervers chez le pervers contemporain. Le dispositif de la conduite perverse est décrit dans Kant avec Sade, de manière très ramassée et précise, même si le terme de perversion n'est pas employé dans ce qui est une préface littéraire. J'en rappelle les principaux éléments. Il y a d'abord le rôle de la présence. Le rôle de la présence est une expression de Lacan. Le pervers fait surgir l'objet, que nous appelons l'objet petit a, sous ses variétés, abondamment analysées dans D'un autre à l'autre, les concepts fondamentaux et Kant avec ça. Déjà, Freud nous avait appris que cette présentification de l'objet se fait par un opérateur phallique. L'objet qu'il ne faudrait pas est ici exhibé, érigé. Il ne brille pas sur un fond d'absence renvoyant à un S de grand tabaret qui en serait la vérité dernière. Il vaut comme signe phallique, il représente le phallus pour quelqu'un. Deuxième point, cette épiphanie de l'objet, cette apparition de l'objet d'ordinaire absent de la réalité commune, suscite de l'angoisse et de la jouissance. Mais chez qui? Dans l'action, le pervers n'est pas sujet, comme en témoignent les raptus pervers. Il est pris dans un mouvement qui l'exalte et le dépasse. Chez qui alors, chez l'autre, mais d'ordinaire, le suppôt va en être un petit autre, c'est chez lui que vont apparaître l'angoisse ou la jouissance. On peut l'exprimer, c'est ce que fait Lacan, en disant que le pervers cherche à ce que sa division lui soit renvoyée de l'autre. Aussi va-t-il en guetter avidement des manifestations chez le petit autre, qui signe la réussite de l'opération perverse. Ce témoin peut être supposé, par exemple dans la rue, par le transvestiste,
Et on connaît des cas où l'exhibitionniste se masturbe devant un tabernacle. Au-delà de ce qu'on appelle le partenaire, en effet, un autre avec un grand A est visé. Troisième point essentiel, donc le rapport à la loi et au père. Le dispositif du pervers nécessite la loi, qui seule lui donne la certitude que l'objet présentifié est bien le bon. En effet, nous le savons, ce sont des banalités pour nous, la loi régit l'accès à l'objet, qui n'est plus un objet naturel, mais un objet interdit dit à travers la loi. Ce peuvent être les lois religieuses, les lois positives, voire les bonnes mœurs. Lacan nous a fait admettre que le désir et la loi sont la même chose. Tous deux constituent l'objet dans l'opération même qui le prend dans les mailles du langage. À première vue, on pourrait opposer la volonté de jouissance du pervers qui se sert de la loi pour faire surgir l'objet et le désir du névrosé pour cet objet absent. Mais soyons prudents. En tout cas, la loi est omniprésente dans la vie du pervers et nous le constatons aussi bien dans les romans que dans la vie de Sade. Donc, pour ce troisième point, j'ai parlé de la loi, mais le dispositif de la loi suppose ou crée, si l'on veut, un père à son origine. Et c'est même une fonction essentielle du père symbolique, que ce soit Dieu, Moïse, Solon, Lycurgue, qui on voudra. C'est en tout cas un père mort depuis toujours. Même les lois physiques font penser à un Dieu, on se souvient de l'horloger de Voltaire ou du Dieu d'Einstein. Pour nous, l'autre est un lieu vide, pas pour le pervers. Le pervers n'ignore pas le père, il ne le tient pas pour un nom, lui. Au contraire, il le soutient ou le brave. Il est tourné vers le père et Lacan l'écrit pervers. Qu'il combatte pour Dieu ou contre dans un athéisme militant, il le fait exister. Il prouve ainsi qu'il y a quelqu'un de vivant dans l'autre. Il ne s'agit pas du père mort freudien ou du vide structuré des théologiens, c'est un père vivant qui organise la loi et la jouissance et qui réclame des sacrifices. On pourrait peut-être admettre que l'éthique du pervers, sur le plan de la cité, consiste, parce qu'il n'en a pas peur, parce qu'il n'en prend pas que des lichettes, lui, le mot est de Lacan bien sûr, à aviver le rapport à la jouissance en se servant de la loi. Ceci aussi bien à titre privé que dans la vie culturelle et politique. Peut-être est-ce une fonction essentielle de la normalité perverse et a-t-elle toujours trouvé sa place? Donc ma première question, c'est celle de la possibilité d'une éthique perverse à laquelle il me semble que Lacan répond positivement. Et je pose mon autre question. Elle concerne ce que devient cette éthique alors que le rapport à la loi, à l'interdit et à l'objet a évolué et continue d'évoluer. Charles Melmond nous a apporté des réponses, d'autres aussi dans son sillage. Je voudrais simplement, pour mon usage, essayer de les reformuler. Je reprends mes 3 points qui étaient la présence, la visée de l'autre et la visée du tiers. La présence. Aujourd'hui, l'objet désirable est présent. Il n'est plus déterminé par un fantasme qui en distribuait la rareté et la possibilité de le faire surgir. Au contraire, il est marchandise. Il est nombreux, profus. Il vient boucher les orifices pulsionnels. En revanche, il ne fait pas saillie dans le paysage. Il est latouze, c'est-à-dire que son être d'objet, au sens qui nous importe, est voilé. Il se présente volontiers comme un organe supplémentaire, mais il n'est pas lié de manière essentielle à l'opérateur phallique qui permettait de l'interpréter de manière sexuelle. Deuxième point, la division de l'autre. La division qu'opère cette forme de perversion n'est pas la même. Il s'agit plutôt de protéger de l'angoisse, et non pas de la susciter, mais avec le projet radical de façonner un nouveau sujet. Enfin, le rapport au tiers a évolué. D'abord parce qu'il s'est produit un glissement de la loi à la norme, et je vais y revenir. Il s'agit donc maintenant de produire un sujet dont la parole serait sans conséquence, pourvu qu'elle reste située dans l'enveloppe de la norme. Ensuite, parce que le Dieu Père, avec qui le pervers a des mailles à partir, est remplacé par un mythe récent auquel nous avons tous cru
implicitement ou non, et qui est le Dieu progrès. L'expression est déjà chez Baudelaire. Alors que la jouissance était censée être derrière nous, âge d'or, Éden, paradis terrestre, alors que nous ne pouvions en avoir qu'un souvenir qui s'éloigne, elle serait désormais, si nous en croyons ce Dieu progrès, elle serait devant nous. Le soupçon nous vient non pas de la facticité, mais plutôt de la fragilité de ce Dieu qui nous a soutenus pendant 200 ans. On pourra ajouter qu'il a une autre face comme Janus, et que c'est aussi le Dieu capital. Et il y a le danger, déjà avéré plusieurs fois au XXe siècle, d'une résurgence d'un nouveau père, le tyran, un néo-père qu'on attend, qui viendrait et qui remettrait les choses en place dans la jouissance et dans la loi. Alors, je reprends l'éthique du pervers classique en la développant un tout petit peu. Donc, mon titre, ça serait de dire que le pervers, disons classique, a sa fonction et son éthique, qu'elle intéresse seulement l'entourage, ou la culture, ou la guerre sainte. Je prends d'abord le plus simple. Un de mes patients exhibitionnistes, bon père de famille, présente des crises où il s'exhibe devant des vendeuses. Plus exactement, il ne se dénude pas, mais il dirige ostensiblement ses yeux vers son sexe à lui, caché par le vêtement, puis croise le regard de vendeuses isolées, si bien qu'elles prennent peur. Lorsqu'elles appellent la police, l'homme change de boutique. Cela peut durer plusieurs jours avec un point d'alcool. La sortie de l'épisode se fera, si l'on peut dire, par le génital. Le patient, épuisé par ses veilles, se masturbe et peut rentrer enfin chez lui. Le cas n'est pas spécialement intéressant. C'est un cas banal. C'est juste pour illustrer les 3 critères. Surgissement de l'objet regard avec sa interprétation phallique, l'angoisse de l'autre qui l'authentifie avec la division produite, c'est-à-dire qu'on ne s'exhibe pas devant un animal, mais devant quelqu'un qui est censé s'intéresser à ce qui est exhibé. Notons que le génital est secondaire, le patient n'a pas d'érection pendant la crise, la masturbation a plutôt pour but de faire tomber à la fin l'extrême tension dans laquelle il monte. Le côté transgressif est ici évident par rapport à ce qu'on appelle les bonnes mœurs, même s'il n'enfreint pas une loi positive à proprement parler, puisqu'il ne se dénude pas. Il suppose un lien avec les vendeuses, une communauté inavouable, centrée sur le phallus, et comme un principe que la transgression prouve, si l'on peut dire. En tout cas, j'insiste sur le fait qu'il faut se déprendre l'idée sous-jacente dans le livre de Krafft Ebing que la perversion serait étroitement liée au génital. Même ici, le pervers veille à la jouissance de quelqu'un dans l'autre. Mon patient le fait dans ses crises, à sa manière à lui, avant de retourner à sa famille. Mais le pervers occupe une bizarre place dans la culture. On pourrait dire que dans une société traditionnelle stable, quelle qu'elle soit, le pervers se borne à faire valoir la loi, éventuellement en la bravant. Et, c'est ça qui est le paradoxe, il peut ainsi apparaître comme un héros. Par exemple, Gilles de Rais, vous connaissez l'histoire de ce maréchal de Jeanne d'Arc, qui a été condamné parce qu'il a été condamné à mort parce qu'il il était entré dans des biens d'église, mais aussi parce qu'il avait tué quelques centaines d'enfants dans des meurtres érotiques. Or, Gilles de Rais a été une espèce de héros bizarre puisqu'il a été suivi d'une foule en larmes ayant pitié de Gilles de Rais lors de son exécution. Sade est sans conteste pervers, et il a ses hagiographes, il a tout à fait des gens qui en font une sorte de saint, en tout cas à l'époque surréaliste. Pour ne pas parler de l'abuseur de Séville dont vous connaissez le nom, pervers ou pourtant pervers évident, et qui va jusqu'à réveiller, lui, la statue du commandeur. On leur est paradoxalement reconnaissant de réveiller l'une par l'autre, de faire briller l'une par l'autre la jouissance et la loi. Il y a cette manière de faire valoir la loi et le père qui lui est associé dans, disons, un combat singulier. Il y a une autre manière qui associe la loi et la jouissance, qui vise à faire exister le père, c'est l'antique croisade ou le djihad récent. Je vais en dire un mot plus tard. Mais en général, l'éthique du pervers prend des voies plus pacifiques. Je voudrais, non sans un peu de provocation, en faire valoir 3,
l'éducation, la création artistique et la vérité. Alors, il est un grand champ de manœuvre pour l'éthique du pervers, c'est l'éducation. Parce qu'elle consiste à faire entrer dans la tête de l'enfant, élève ou étudiant, quelque chose de l'ordre d'une connaissance qui le modifie, c'est-à-dire quelque chose de la loi et d'un faire réel et efficace, qui s'oppose dans son savoir inconscient. Sûrement, on peut dire qu'il s'agit dans le corps de l'enfant de modifier le régime de la jouissance, ou tout au moins de la canaliser. La clinique, en tout cas, nous apprend combien la perversion peut être associée à la position de l'éducateur. Il y a les faits divers, bien sûr, concernant les enseignants religieux ou laïcs, et ne parlons pas du père de Schreiber. Il y a aussi ce genre particulier de roman érotique, qui est le roman d'initiation, genre dont la philosophie dans le boudoir fait partie. Ou les liaisons, par exemple, il y a d'autres cas, les liaisons dangereuses. Il y a aussi toute une fantasmagorie érotique qui met en scène l'instituteur ou l'institutrice d'ailleurs avec sa férule. Lacan nous le dit dans Kant avec Sade, dans une phrase plutôt obscure. Il nous dit « Sade a raté un effet qui eût été impayable. Il aurait pu montrer que c'est l'impuissance louable du désir enseignant qui produit l'enseignement. » Il y a quelque chose comme ça, comme l'enseignement serait pas si loin finalement de quelque chose qui est un but du pervers. Charles Mallemont le reprend dans un billet ironique en invoquant la pénétration douce que prône notre nouvelle pédagogie afin de ne pas traumatiser l'enfant. On pourrait dire par exemple, pour s'amuser un peu, que l'école donne à l'éducation sexuelle une très grande importance depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, alors qu'elle a longtemps été du domaine privé à la charge de la famille. L'histoire des petits garçons trouvés dans les choux et des petites filles dans les roses est d'une poésie un peu mystérieuse comme l'histoire de la cigogne, alors que la petite graine animale l'est nettement moins. On pourrait s'intéresser au nom du ministère qui n'est plus depuis Herriot et dans d'excellentes intentions, le ministère de l'Instruction publique, mais le ministère de l'Éducation nationale. Et dans le mot éducation, on entend la mise au pas de la loi et du chef, n'est-ce pas, dux, duce. En tout cas, l'enseignement de l'histoire de France de type Lavaux a longtemps été pour faire valoir le héros national et non sans dérive perverse. Alors, il y a une preuve par le pédophile. Le pédophile serait la forme monstrueuse de l'enseignant. C'est un effet, et il se pose comme tel, un enseignant de la jouissance. On a parlé récemment de Gabriel Matzneff, soutenu par toute l'intelligentsia de droite comme de gauche, mais il y a eu beaucoup d'autres auteurs, Tony Duvert par exemple, aux très sérieuses éditions de Minuit. Il y a eu la revue Recherche, c'est une excellente revue des années 70, qui a aussi publié des apologies de la pédophilie. Il y en a un numéro qui a même pas été interdit, qui s'appelait Cohir et qui parlait carrément du désir des petits-enfants. Ce sont des revues et des livres qui ont eu beaucoup de lecteurs qui n'étaient pas tous des amateurs d'enfants. Il y a sûrement des gens pour penser d'ailleurs que ce serait là la vraie jouissance puisqu'elle est tellement interdite alors que presque tout est permis. Ici, le pervers intéresse le public, quoi qu'il en ait, plutôt le public, plutôt sur le mode de l'indignation et la loi se renforce du bloc de la réprobation contre lui. Donc l'enseignement. Le pervers a longtemps trouvé sa place, là je fais un peu de provocation, je continue un peu, comme apportant un renouveau à la jouissance. Ainsi, il y a un grand domaine qui le concerne, c'est la création artistique. Il y a beaucoup de pervers, comme il suffit de lire les biographies, dans le monde de l'art ou de la littérature. En effet, la création artistique, c'est bien un ravivement de la jouissance par le moyen de la sublimation. On pourrait dire à minima qu'il s'agit de l'exhibition d'un objet, de chercher un effet chez celui qui regarde, et une transgression par rapport au père et à la loi. Je vais essayer de le montrer un tout petit peu. Enfin là, on ne s'entend pas. Je n'entends pas, on ne t'entend pas, Angela. Il vaut mieux que tu enlèves tes iPods parce que le son est faible si tu passes par les iPods. Alors, je vais changer le son de...
Excuse-moi de t'interrompre. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? C'est mieux ici? Oui. D'accord. L'œuvre d'art est le plus souvent banalisée par le discours culturel, qui la compare, la met en équivalence avec d'autres objets, la multiplie dans des reproductions. Mais au départ, elle est monstration de la chose sous une forme sublimée, exhibition de la chose, si l'on veut. Rilke dira par exemple que le beau est le commencement du terrible. Quand elle réussit, entre guillemets, l'œuvre produit un effet sidérant sur le spectateur, pris entre la jouissance qu'elle lui donne et la pointe d'angoisse de voir quelque chose qui est là, qui affleure et qui va s'évanouir. J'ai parlé de l'exhibition et de l'effet sur le spectateur. Pour suivre mon fil, je pourrais évoquer le Dieu que fait surgir l'œuvre d'art. C'est ce que dit par exemple Baudelaire dans le poème qui s'appelle Les Phares. Je ne sais pas si vous vous souvenez, car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner que de votre dignité, que cet ardent sanglot qui roule l'âge à nage, etc. Je trouve ça peut-être à peu près ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'art a à la transgression un rapport qui lui est inhérent. L'art se construit sur une contestation des lois établies à l'époque antérieure. Et le récit de ces combats constitue son histoire. Dans la musique occidentale, par exemple, il est extrêmement facile de montrer que chaque progrès entre guillemets si vous voulez, a été constitué par une licence arrachée sur un point aux règles harmoniques de l'époque antérieure. La nouvelle œuvre confirmait, en les violant légèrement, les règles admises, et ainsi était mis en évidence l'objet insolite, un objet voix ici, constitué par la transgression même. Je ne parlerai pas du cantique ou du chant patriotique, qui, animé d'une harmonie et d'un rythme, vise à entraîner l'enthousiasme des chanteurs en faisant exister le Père, le Dieu ou la nation à travers l'harmonie et le rythme même. Mais dans ce qui est plus banal, le cinéma, et pas seulement dans le film d'horreur, on trouve une cruauté et une exhibition sexuelle qui n'ont rien à envier à l'exhibitionniste classique. Mettons les films de Tarantino ou de Keshish, par exemple, pour prendre des gens qui ont du talent. On les admirera sans réserve pour leur audace, pour avoir fait jouir le spectateur ou le spectateur majuscule. Mais voulons-nous vraiment savoir que la tuerie de Charlie Hebdo ou du Bataclan, nous en jouissons dans les films de Tarantino? C'est une question que je pose. J'évoque un autre domaine, là, qui serait le combat pour une vérité qui serait toute, avec les passions que nous savons, y compris dans notre champ. Le combat du pervers dans les médias, dans sa vie politique, dans la vie politique, peut être animé par, voire dans sa vie conjugale, familiale, peut être animé par une passion qui renvoie à une sorte de totalitarisme de la vérité. Il se fait volontiers propagateur de cette vérité toute. Le prosélytisme là, est à la base de son éthique. Cette vérité dont Lacan dit dans l'envers qu'elle est la sœur de la jouissance, il s'agira alors de l'imposer et de chercher l'assentiment de l'autre. Pour les gens qui ont vu ça, il faut lire le livre de l'archevêque Newman, éventuellement par le feu et par le sang. Donc, trois domaines où la position perverse de raviver la jouissance dans un rapport à la loi et au père me semble manifeste. Alors, quelles sont les figures de ce père, pour nous modernes, qui habiterait l'autre et qu'il s'agirait de faire jouir? On va dire qu'il y a le Père éternel. Nous considérons bizarrement, avec un certain dédain, voire un certain mépris, les prêtres dans nos vieilles religions, dont la doctrine s'est affadie et ne donne plus à jouir. Mépris parce qu'ils ont remplacé, c'est Lacan qui le dit quelque part, la foi par les bonnes œuvres. La perversion qui garantissait la loi et la jouissance et qui était liée à la religion n'est plus dégradée comme une accusation de pédophile retraité, pas le reflet négatif et scandaleux de ce qu'a été l'Église dans son rapport à la jouissance. Il y a aussi quelque chose, je vais le dire un tout petit peu, mais ça ne va peut-être pas vous intéresser du tout, mais ça ne va pas être très long, c'est le Dieu progrès. Notre religion, celle qui a pour nous ravivé notre rapport à la jouissance, a plutôt été celle d'un Dieu progrès,
un avatar du Père, mais, je l'ai dit, qui promet la jouissance dans le futur. Depuis la révolution bourgeoise, dit Marx, liée au capitalisme, les lois sont toujours suspectes de favoriser un adversaire politique. Elles n'ont plus une vérité évidente. Elles prolifèrent, elles deviennent moins compréhensibles, elles perdent le lien aux principes fondateurs. Est-ce une difficulté pour le pervers? Il paraît un peu scandaleux de dire que le progrès est effectivement une fiction récente qui témoigne d'un changement de régime par rapport à la perversion classique. Il me semble pourtant que c'est ce que dit Lacan. Pierre Christophe le rappelait en commentant une leçon du séminaire L'éthique la semaine dernière. Le Dieu progrès se présente comme une volonté dans l'autre qui oriente les choses dans le bon sens. Il promet donc, je l'ai dit en introduction, une jouissance qui n'est pas derrière nous mais devant nous. L'idée qui paraît évidente est en fait très récente. On en trouve juste des ébauches prudentes à l'époque des Lumières, mais c'est une idée qui se déchaîne au XIXe siècle avec l'économie capitaliste. Elle semble trouver un appui dans l'évolutionnisme qui fait de l'homme la fleur de la création. Et là, juste pour montrer un peu comment joue le Dieu progrès, vous voyez, nous sommes scandalisés lorsque nous apprenons que certains religieux enseignent une doctrine de l'origine basée sur les textes sacrés. Nous savons pourtant que la théorie évolutionniste n'aurait pas beaucoup plus de conséquences pour la vie de l'élève non spécialiste que l'évolution des supernovas. Le scandale vient bien de notre foi dans le progrès qui est blessé, dans ce progrès qui dirige l'évolution. À une autre échelle de temps, la révélation, avec un grand R de ce Dieu, se manifeste dans l'essor de la civilisation technicienne et marchande. La fétichisation de la marchandise, dont la valeur d'usage masque son être caché, je rappelle que son être caché, c'est le sens de l'athous, son être caché qui est la valeur d'échange, témoigne de sa participation au Dieu capital, lui bien réel dans ses œuvres. La religion du progrès et sa croyance vague, le progressisme, qui a remplacé la lutte des classes beaucoup plus concrète et précise, est une croyance aujourd'hui heureusement tempérée. Elle est remplacée par l'écologie qui ne prône pas la divinité de la matière comme les philosophes du XVIIIe siècle, mais plutôt la présence d'un Dieu nature qu'il faudrait préserver, soutenir et qui assurerait une jouissance légalisée et tempérée. Le soupçon nous vient non pas de la facticité, mais plutôt de la fragilité de ce mythe religieux. Je crois que j'ai déjà dit, c'est pas grave, qui nous a soutenus longtemps. Troisième figure possible, le tyran. Le tyran, je dis le tyran et non pas le dictateur qui était, bon, peu importe, c'était une fonction particulière à Rome qui ne se confond pas tout à fait avec le tyran. Le tyran, c'est une figure menaçante, elle du père, à quoi pourrait nous mener l'éthique du pervers. C'est une sorte de résurgence sous la forme du néo-père attendu qui viendrait enfin remettre les choses en place, qui rabattrait les cartes de la jouissance pour un nouveau jeu. Pour dire les choses un peu plus légèrement, revenons à la littérature avec le thème de l'île déserte et de Robinson. L'île déserte apparaît déjà dans le Criticon de Gracian, mais partons de Defoe, le Robinson Crusoe classique. Ce que va faire Robinson, c'est face à une nature sauvage, de recréer la civilisation et une possibilité d'un bonheur organisé, confirmé par l'embryon de société que constitue Vendredi. Or, ce qui manque dans ce monde réglé, c'est la jouissance. Et des auteurs ont su trouver des variantes perverses pour la réintroduire. Ces reprises du thème réintroduisent la loi ou un néo-père à qui il va falloir sacrifier. Chez Tournier, par exemple, dans Vendredi et les limbes du Pacifique, il y a un inceste avec la terre-mère sanctionné par un tremblement de terre, si je me souviens bien. Et chez Golding, dont vous connaissez, je suppose tous le livre, sur une île déserte où les enfants naufragés essaient de constituer une société raisonnable, ils vont réintroduire un Dieu qui va prescrire la ségrégation, le meurtre et la jouissance. Belzébuth, Sa Majesté des mouches, c'est le titre du roman célèbre de Golding. Pourquoi pas? Nous croyons savoir, en tout cas nous le répétons après Lacan, le croire vraiment n'est peut-être pas tout à fait la même chose,
que l'autre est un lieu vide. Ceci après des milliers d'années de monothéisme, d'un monothéisme qui a plutôt évidé la place de Dieu. Le polythéisme sûrement avait beaucoup moins besoin de faire ressurgir un Père divin, puisque la divinité était multiple, évidente, toute proche, pas vraiment liée à la loi, mais demandant des sacrifices, des dieux dans le réel doublaient chaque jouissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exposé de Frédéric Ildefonse qui était venu nous en parler. Peut-être la perversion est-elle liée essentiellement à ce que le monothéisme nous laisse comme vie. Que faire face à l'éthique perverse? Attendre un père venu de l'extérieur? C'est le rivage des Syrtes. On passe sa vie à redouter un danger que l'on espère, celui qui va tout dévaster et mettre en place une nouvelle loi, une nouvelle jouissance, une nouvelle religion, un nouveau grand timonier. Les révolutions régénèrent le père, ne serait-ce que à cause du nouvel appareil de loi qu'elles instaurent. La légitimité de l'auteur, avec un A majuscule, est souvent assurée par un meurtre de masse. Les Juifs, par exemple, toujours supposés relever d'un autre père. À d'autres périodes, les aristocrates, les koulaks, les arméniens, les intellectuels, le sacrifice étant toujours le meilleur moyen pour faire exister ce père et affirmer quels sont ses vrais enfants. Nous pouvons espérer que notre foi inébranlable dans la jouissance ne nous conduira pas à des solutions perverses, collectives je veux dire. En fait, les solutions classiques à l'affadissement de la jouissance sont probablement rendues plus difficiles par un nouveau statut de l'objet qui nous protège non pas de l'incroyance, qui est toujours tissée de croyances, mais bien plutôt de l'ascédie des théologiens, qui est un autre nom de la dépression. Alors je passe à ma deuxième partie, qui va être plus brève. C'est l'éthique du pervers contemporain. Et l'éthique du pervers dans notre vie contemporaine. Comme dans la Rome décrite par Freud, il y a des traces des anciens édifices qui subsistent. Et la perversion ancienne, classique, est toujours présente. Mais il y a des changements majeurs dans le régime de l'objet. Et l'éthique du pervers a suivi et a évolué. Peut-être faut-il reprendre, comme l'a fait une fois Melman, la question d'un nouveau discours qui serait celui de la perversion. Je vais essayer pour mon usage d'utiliser les critères du pervers classique pour mettre en évidence cette nouvelle éthique perverse qui nous promettrait une nouvelle jouissance en complétant l'autre en le voulant habiter. Alors ces trois critères. Je vais me répéter, mais tant pis. Partons du premier, la présence de l'objet. Redisons, puisque je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'un nouveau régime de notre rapport à l'objet est en place. Est-il vraiment possible aujourd'hui de rendre présent un objet qu'il ne faudrait pas, alors que nous sommes comblés d'objets disponibles dans une entreprise universelle de boucher les orifices pulsionnels? La résonance sexuelle, si sensible chez le pervers classique, n'est plus au premier plan. L'objet ne se présente plus éclairé par la métaphore phallique, mais comme l'atouze. J'ai rappelé ce mot que nous connaissons bien et que Lacan invente dans l'envers de la psychanalyse. Jean-Pierre Lebrun avait écrit un bel article là-dessus. Le mot vient du verbe grec lantano, je cache. C'est la même racine que dans aletheia, mais aussi celle du mot léthé, c'est le fleuve de l'oubli. La latouze se présente bien à la place de l'être et de l'objet du désir, mais le fait oublier, puisqu'elle se présente non pas comme le manque qui nous anime, référente à la castration, mais au contraire comme un organe complémentaire. J'ai évoqué Marx et la participation de la marchandise, au-delà de la valeur d'usage, à la religion du capital. Présence de l'objet, donc. Il était rare. Il est donc non seulement accessible, mais profus, envahissant, proliférant. Son accès était organisé par le fantasme singulier à chacun. Il se présente comme l'objet du désir général, voire universel. L'athos, si on peut dire. Il avait une face tournée vers le passé, dans un scénario renvoyant à une première fois polonaise. Ceci pour les lecteurs de l'identification que nous travaillerons l'an prochain. Il est maintenant tourné vers un avenir qui le rendrait,
qui le rendra plus parfait, plus efficient, plus efficace. Il éclairait de l'intérieur l'image du prochain sur fond d'absence, insolite, merveilleux, donnant l'éclat à la personne aimée. C'est ce que le pervers ancienne manière essayait d'extraire. Il est maintenant l'objet d'une revendication des semblables, basée sur l'égalité des droits, la mise en disposition, sur l'éradication technicienne de l'absence. Le rapport au phallus était nécessaire pour authentifier l'objet, il s'est comme effacé. D'échéance théologique, dit quelque part Lacan ironiquement. La jouissance phallique n'est d'ailleurs plus à considérer comme la jouissance suprême, elle est une jouissance parmi d'autres. Parallèlement, le phallus est devenu banal dans l'obscénité du porno, qui a d'ailleurs des difficultés à trouver des images qui ne soient pas triviales. La sexualité est sans mystère. Ce qui est cherché n'est plus l'objet convoité et tu à l'envers de toute locacité humaine, comme dit le poète, cet objet dont le pervers nous donnait une version phallique malgré tout. C'est simplement l'objet de la réalité marchande, avec le lété qu'il nous propose. Et c'est pour cela que la drogue peut paraître le nec plus ultra de l'objet qui nous comblerait, le vrai objet. Détaché de la sexualité, il l'est, détaché de la loi, pas encore, mais certains en rêvent. Deuxième point, l'effet sur l'autre. Notons que l'effet sur le pervers vise l'autre, je l'ai dit, n'est-ce pas? J'ai dit aussi que le pervers, donc on va dire que pour le pervers, il y a un autre qui habite la chose. On va dire ça pour aller vite. Mais ce que le pervers met au centre d'une nouvelle éthique pour raviver la jouissance, c'est quelque chose qui me paraît remarquable, c'est l'espoir renouvelé, ce n'est plus l'espoir classique, dans l'éducation et dans une sorte de triomphe du discours de l'université. Pourquoi le discours de l'université? Notons que c'est le seul discours auquel Lacan donne un nom collectif, l'université. Contrairement au discours de l'hystérique, n'est-ce pas? Du sujet hystérique, du maître, et non pas de la maîtrise, n'est-ce pas? De l'analyste, parfois il l'appelle discours de l'analyse, c'est vrai, voire du capitaliste. Mais il dit l'université, c'est un discours du on, n'est-ce pas? Dans le discours de l'université, à la place de la vérité, il y a le S1 du pouvoir, qui est bien caché, bien lové, comme le dit Lacan. Au niveau des S2, en position d'agent, Wikipédia propose un savoir anonyme, sans origine, toujours disponible, pouvant être acquis sans transfert, gratuitement. C'est un savoir qui se présente comme tout savoir, dont les lacunes éventuelles sont toujours en voie de comblement. Wikipédia pour les connaissances, mais sur le plan de la morale pratique, nous avons le politiquement correct. Là aussi, ce sont des règles sans origine. Cela me paraît très important, car on peut lutter contre une morale dont on sait d'où elle vient. Morale épicurienne, morale stoïcienne, morale catholique, morale révolutionnaire, leur morale est la nôtre, avait écrit Trotsky, mais comment aller contre une morale qui se présente comme allant de soi, accompagnant le progrès et se collectivisant dans les devoirs d'un « on ». Les effets sur l'autre sont organisés, à mon avis de manière perverse, par des moyens déjà notés par Victor Klemperer dans LTI. On va contraindre à utiliser un nouveau vocabulaire et une nouvelle syntaxe pour orienter les sujets dans le sens qu'il faut. Donc, je répète, discours universitaire, parce que le S1 du pouvoir caché est bien à la place de la vérité, le S2 est en position d'agent, il s'agit de fabriquer et de donner une forme à l'objet A du désir, n'est-ce pas, en position de l'autre, et ceci pour obtenir un nouveau sujet, et si on peut dire un sujet collectif. Le père de cette perversion est aussi le progrès, Dieu bon, essentiellement bon, tellement bon qu'il semble n'avoir aucune exigence. Il veut simplement que tous ses enfants restent des enfants, qu'ils consomment tranquillement des objets, du sexe, sans péché, puisqu'il n'y a plus de péché ni de loi. Juste les directives économiques. Ainsi, chacun croit avoir droit à sa petite jouissance privée, quitte à la partager avec un certain nombre de petits autres,
pour l'authentifier comme la bonne dans une multiplicité de miroirs. Je plaisante bien sûr, mais j'ai voulu faire valoir que l'autre il s'agissait de faire jouir ou d'angoisser, et qui avait tellement d'importance chez le pervers classique, peut toujours être le Dieu d'une croyance implicite. Lui aussi demande des sacrifices, en fait. Tous ceux qui n'obéiraient pas à ces mots d'ordre sans origine sont simplement privés de la parole. J'y reviens à l'instant. Car de la même manière, la loi elle-même a profondément évolué. La loi humaine, celle du droit, est toujours inclusive. Celui qui la brave la fait exister. Sinon, d'ailleurs, elle tomberait en désuétude. Violée, elle continue à s'exercer et à inclure celui sur qui elle s'exerce. Même la peine de mort, et c'est un paradoxe, conservait le condamné dans la société humaine. S'il payait sa dette à la société, comme on disait, c'est justement parce que d'une certaine manière, il restait dans la loi. Il était mort, c'est vrai, mais il était dans la loi. Ce serait plutôt bizarrement l'article 64, ou la mise à prix de la tête de quelqu'un, ou la proscription dans l'Antiquité qui exclut. Le sujet reste dans la loi, même et surtout s'il la brave. La transgresser n'est pas en sortir, mais la confirmer. Alors que dans la norme, qui tend à remplacer la loi, le fonctionnement est très différent. La théorie des normes, c'est le titre d'un traité célèbre de Hans Kelsen sur une nouvelle fondation théorique du droit. On se propose de mettre en place un système fondamental de normes, une sorte de pyramide juridique qui ne reposerait ni sur une tradition, ni sur une religion, ni sur ce qu'on appelle le droit naturel, qui suppose des conceptions sur la nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Or, l'effet de la norme ne semble pas d'inclusion, mais d'exclusion. Ce qui n'est pas dans la norme n'est pas à proprement parler fautif. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit qu'on pourrait donc punir. Mais tout simplement, celui qui est hors de la norme n'a plus droit ni à l'expression, ni à l'existence, en tout cas dans les médias. N'est-ce pas vrai même parmi nous les psychanalystes? Donc, comment combattre une norme qui n'a pas d'origine, qui se présente comme naturelle? Mais la nature n'est-elle pas un des avatars du Dieu pervers? Comment conclure? Je termine, je n'ai plus qu'une minute. Comment conclure? J'ai essayé donc de montrer que la démarche du pervers, bizarrement, est fondamentalement éthique. Qu'elle a longtemps été d'aviver la jouissance en faisant exister le père dans l'autre et en sexualisant l'objet du désir, en faisant résonner donc le phallus, le père et la loi. Des dérives dangereuses peuvent évidemment en découler. Elle a évolué avec l'essor du capitalisme où le progrès prend la place d'une volonté, prend la place, le progrès, comme volonté bonne dans le réel. La loi a glissé vers la norme. L'objet n'est plus sexualisé et se multiplie, tendu vers un avenir dont la limite est vécue plus ou moins obscurément comme indéfiniment reculable. L'éthique du psychanalyste, s'il est vraiment dans le discours psychanalytique, ne peut que s'y opposer si l'objet qui nous cause est un objet laïque, déchet détaché du corps, en fin de compte. Puisque le père est une fiction au sens de Bentham, fiction de langage, et qu'il nous faut, cette fiction, repérer quel rôle elle joue ou elle a joué dans le parcours singulier de l'analysant. Certes, chacun de nous a un rapport à la jouissance. Nous aimons l'art, l'enseignement, la vérité, que je situais tout à l'heure non sans provocation dans le problème pervers, dans le domaine pervers. Nous avons eu, nous aurons des engagements politiques. Mais en tant que psychanalystes, nous savons que l'autre est un lieu vide, que nous n'avons de l'inconscient qu'une écriture dont la lecture restera à jamais pas toute, et que ce qui nous rassemble est un trou commun et non la filiation à un ancêtre dont il s'agirait de montrer la présence en sacrifiant et en lui prêtant de vouloir des lois. Voilà, je vous remercie comme on dit. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Claude veut réagir?
Je veux bien puisque tu me le proposes. D'abord, me féliciter du succès du grand séminaire, puisque nous avons été contraints ce soir de refuser l'accès à un certain nombre de collègues, à un certain nombre de personnes qui souhaitaient y participer. Succès du grand séminaire qui est sous la responsabilité de la commission de l'enseignement. Ça, c'est un premier point. Ensuite, bien entendu, je ne peux que féliciter Jean-Paul pour le formidable parcours qu'il nous a proposé, parcours très articulé, avec beaucoup de hauteur de vue, un surplomb remarquable, des articulations extrêmement précises et une grande érudition. Alors, finalement, tout son travail, tout son exposé repose sur la première phrase qu'il a prononcée ce soir. Pour Lacan, l'éthique, c'est le rapport du sujet à la jouissance. Et dans la mesure où la position du pervers est fondamentalement éthique, dans la mesure où il ravive le rapport à la jouissance. Donc, le point de départ est simple. Il y a une éthique du pervers, pour Jean-Paul, dans la mesure où le pervers, comme tout sujet, n'est-ce pas, a un rapport à la jouissance, dont il est séparé, comme n'importe quel sujet. Séparé, nous dit-il, à juste titre, lorsqu'il reprend Littérateur, séparé par ce que Lacan a appelé le littoral et que Jean-Paul identifie à l'inconscient. Alors, à partir de ce point de départ, il a tiré son fil et il a abordé la question de la perversion et de l'éthique du pervers dans tous les domaines. N'est-ce pas, que ce soit le domaine clinique ou le domaine culturel ou encore le domaine économique. Il a su nous montrer la distinction entre le pervers, si je puis dire, à l'ancienne et le pervers ou la perversion moderne. Alors, moi, j'aurais, dans un premier temps, tous les points mériteraient d'être repris et discutés, mais j'aurais quand même, dans un premier temps, une question à poser à Jean-Paul, qui est la suivante. Il nous dit, Lacan, dans Kant avec Sade, ne parle pas du désir pour le pervers, mais d'une volonté de jouissance. Alors que la question qui se pose est celle de savoir si, néanmoins, le pervers n'est pas sans rapport avec le désir, ne serait-ce que par la mise en acte de son fantasme, et en quoi le discours psychanalytique, n'est-ce pas, n'est pas un discours qui justement relève d'une éthique du désir et pas une éthique de la jouissance. Alors ça, c'est la première question. Une deuxième question très rapide concerne ce que tu évoques, Jean-Paul, lorsque tu dis que il n'y a plus rien qui peut faire surprise dans le champ des représentations.
qui peut faire rupture dans le champ des représentations, à l'exception peut-être de l'œuvre d'art que tu as évoquée et des rapports donc de la perversion et de l'œuvre d'art. Ça pose quand même une question. Est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui quelque chose qui peut venir faire rupture dans le champ de la représentation? Une présentification peut-être moins de l'objet, mais de la fente de la division subjective. Je sais que Lacan a beaucoup insisté sur cette dimension de la fente pour le sujet pervers, sous ces formes, n'est-ce pas, que ce soit dans l'exhibitionnisme ou dans le voyeurisme. Et puis, il y a un troisième point dont j'aurais souhaité, mais alors tu as tellement abordé de choses que c'est un petit peu difficile de dire ce que je vais dire, mais c'est la question de l'homosexualité ou des homosexualités, particulièrement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a lieu de considérer que l'homosexualité relève toujours du registre classique de la perversion? Voilà. Bon, après, on verra. Il y aura sûrement d'autres questions. 3 questions, ce sont des questions difficiles, mais je vais essayer d'y répondre un tout petit peu. Sur la volonté de jouissance ou le désir du pervers. Il est très frappant que dans toute la première partie de Kant avec Sade, où Lacan parle de Sade, il parle de la volonté de jouissance. Il parle de désir à la fin, mais c'est justement quand il va parler du fantasme en général. C'est très sensible dans le texte. Le mot désir n'apparaît que tout à fait à la fin, aux 3/4 à peu près du texte Kant avec Sade. C'est plus facile de faire des oppositions comme ça pour ne pas confondre le désir du pervers avec le désir du névrosé. C'est pas sûr qu'on puisse trop vite en faire la même chose. C'est d'ailleurs l'illusion du névrosé en général que c'est le même. Lacan a insisté avec des commentaires très précis sur le graphe, sur le fait qu'il ne se passait pas au même endroit dans le graphe. N'est-ce pas ? Je ne sais pas bien comment répondre plus précisément. Si on voulait les différencier, on dirait que le désir comme ça, c'est pour répondre rapidement, on dirait que le désir du névrosé, il aboutit quand même à quelque chose comme un S2A barré, un signifiant du manque dans l'autre, et que c'est l'endroit où le pervers mettrait plutôt le phallus, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui est différent dans le désir, il me semble, dans la volonté de jouissance, puisque Lacan l'appelle comme ça, du pervers. Lacan fait très attention à son vocabulaire, et dans cet article qui a été beaucoup réécrit, et qui est l'article qu'il a le plus cité avec le rapport de Rome dans toute son œuvre. Donc c'est un article auquel il a donné beaucoup d'importance. Il fait très attention à son vocabulaire. Or, il a parlé, comme ça, c'est pour ça que j'avais opposé les deux. Tu vois. La volonté de jouissance qui viserait à travers l'objet quelque chose qui serait une réponse phallique, et le délire du névrosé, qui soit emprunte les courts-circuits du bas du graphe, soit quand il passe par la ligne du haut du graphe, aboutirait à un SDA barré. Ce sont des oppositions simplistes, hein, sûrement. Sûrement. Bien. Ta deuxième question, Claude. Je me souviens de la troisième, je ne sais plus la deuxième. Redis-moi un mot pour m'aiguiller. C'est pas grave, elle me reviendra, je l'ai oublié aussi, mais peut-être que tu répondras à la troisième. La troisième, moi je ne crois pas que l'homosexualité soit toujours perverse. Je crois pas que l'homosexualité soit toujours perverse. Il me semble pas, parce que si on dit on pourrait dire que les mouvements de libération des homosexuels, etc., qui demandent toujours davantage, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui s'insère dans une espèce de dialectique perverse avec la loi. Ce n'est jamais assez, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose, on pourrait aussi bien d'ailleurs le mettre parfois du côté de l'hystérie, mais il y a quelque chose qui n'est jamais assez, qui a quelque chose à voir avec une transgression qu'il faudrait toujours pousser un peu plus loin. Mais il ne me semble pas que l'homosexuel soit forcément quelqu'un qui a, comme le pervers, la positivation de l'objet, malgré l'attribut phallique qu'il va rechercher chez le partenaire ou chez la partenaire. La positivation de l'objet,
le rapport à l'autre avec l'angoisse et la jouissance du grand autre, et le rapport à la loi. Je ne suis pas certain que ce soit toujours vrai. Il me semble qu'il y a tout à fait des homosexuels, des gens qui ont des pratiques homosexuelles, et qui sont plutôt du côté de la névrose obsessionnelle, bien sûr, ou de l'hystérie. Ça me semble évident, ou de la phobie d'ailleurs. Ça me semble tout à fait possible. Hein, ou de la psychose. En tout cas, l'homosexualité n'est pas forcément à mettre dans le registre de la perversion, comme le fait Kraft-Ebing. Est-ce que tu es d'accord, je suppose qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. La question me revient, c'était est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui la possibilité de faire rupture dans le champ des représentations? Parce que c'est ça aussi la fonction du pervers, et y compris dans la sublimation artistique. Dans la sublimation, c'est possible. Le cinéma montre toujours qu'on peut franchir des étapes au-delà. Tu vois, la bizarrerie, c'est quand je disais tout à l'heure, ce dont nous jouissons au cinéma quand nous le trouvons dans l'actualité. Mais il est certain que le cinéma cherche toujours et que l'art en général, la musique contemporaine se perd un peu actuellement dans les sables parce qu'il n'y a plus tellement de règles justement auxquelles elle puisse s'opposer. Mais pendant très longtemps, c'est très clair, la jouissance était tirée d'une transgression par rapport aux règles antérieures. Tu vois, il y a quelque chose qui est très intéressant dans une évolution qui remonte pratiquement à la musique ancienne, la musique de l'Antiquité. Il y a toujours eu une espèce de gain comme ça. La transgression faisait apparaître la jouissance. Oui, mais c'était la fonction importante de la perversion dans la culture. Oui, de faire apparaître, en faisant apparaître la loi, de transgresser la loi tout en valorisant la loi et donc de favoriser quelque chose du côté de l'objet, de l'apparition de l'objet. Oui, de faire apparaître ce qui n'apparaît pas. Voilà, ce qui n'apparaissait pas dans le bonheur de la peinture antérieure, si on peut dire. Oui, ce qui aujourd'hui est problématique, n'est-ce pas? Parce qu'on voit mal ce qui fait aujourd'hui. C'est la difficulté. C'est la difficulté. C'est pour ça que, évidemment, les présentations qu'on fait maintenant, je sais pas quoi, l'art de Gina Panet, par exemple, des gens comme ça, tu vois, il s'agit de montrer réellement du sang et de montrer réellement des blessures qu'on se fait en public, etc. Ça trouve évidemment des limites. Tu vois. Et puis j'avais posé la question de la fente, de la fonction de la fente, de cette fente comme manifestation, enfin de la barre sur le sujet, n'est-ce pas, que le pervers met en acte. Oui. Il me semble de toute façon que le tissu humain dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, est tout de même assez inhomogène. C'est-à-dire, il y a évidemment des pervers qui fonctionnent de la manière classique, tu vois. C'est-à-dire qui font valoir quelque chose du côté de la fente. Mais l'intérêt de la fente, c'est qu'elle renvoie à la chaîne signifiante. Oui, je sais bien. C'est ça l'intérêt quand même. C'est qu'elle renvoie à ce qui, dans la chaîne signifiante, n'est-ce pas, se constitue dans les intervalles. Alors, c'est vrai que le pervers l'a fait valoir, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui va tout d'un coup se cristalliser de quelque chose de l'objet dans le fond. Qu'est-ce que tu en dirais, toi, Claude, alors, puisque tu connais bien? Qu'est-ce que tu en dirais? Tu connais bien le problème de la fente. Vas-y. Ben, je le connais pas plus que n'importe qui. Je veux dire, c'est cliniquement, on constate dans l'exhibitionnisme ou dans le voyeurisme, pour prendre ces deux exemples en particulier, que le pervers met en acte la fente. Et l'apparition de l'objet dans la fente. Alors l'apparition, d'abord la fente, je crois que c'est ça sur quoi Lacan insiste. C'est moins, comme tu le dis à propos de ton patient, finalement il ne montre pas. Non, il ne montre pas, il montre juste. Donc il montre, alors il montre un interstice, on peut dire, dans la réalité commune, tu vois. On va se glisser quelque chose du désir de la vendeuse éventuellement. C'est ça, mais c'est la fente ou l'écran, mais chez le voyeur aussi, n'est-ce pas? Lacan évoque quand il regarde avec un télescope ou à travers un volet. Donc, bien sûr, c'est ce qu'a fait Sartre aussi, c'est les histoires de Sartre dans l'être et le néant. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans la perversion ce qui nous rappelle très précisément
et qui exemplifie d'une certaine façon la chaîne signifiante et son articulation, n'est-ce pas, et donc les intervalles qui existent d'un signifiant à un autre et qui se manifestent cliniquement par la présentification De la fente elle-même. c'est-à-dire du sujet de la chaîne. Bien sûr. Oui. C'est en ça que la perversion a aussi tout son intérêt. Et ce n'est pas pour rien que Lacan a pu dire que le pervers était normal dans sa perversion. Comme Oui, dans son rapport au phallus. Dans son rapport oui, il a dit ça dans, je ne sais plus où, dans l'identification, je crois d'ailleurs. C'est dans l'identification qu'il a dit ça. Je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a 99 participants. Peut-être Marc ou d'autres souhaiteraient réagir à ce formidable exposé de Jean-Paul. Moi, je voudrais bien répondre à Claude, là. Oui, Bernard. Je ne te vois pas, mais… De la fente. Parce que l'exhibition de la fente, c'est aussi une façon de la compacifier. Et c'est une présentation d'un sujet figé dans la fente. Je ne pense pas que ce soit… Je veux dire, tu as l'air de dire que c'est une monstration de la… C'est pas une monstration de la division subjective. Parce que dans l'épargne que se fait le pervers par rapport au névrosé, c'est quand même de la division subjective. C'est l'autre qui sera divisé. C'est vrai. Oui, c'est ce que Lacan dit dans le compte avec ça. C'est vrai ce que tu dis, Bernard, mais la fente nous permet, la fonction de la fente dans l'acte pervers nous permet néanmoins de situer qu'elle se rapporte, n'est-ce pas, à la chaîne signifiante, la fente en question. Mais en même temps, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une fente qui est tout de suite bouchée. C'est bouché par l'objet. Par définition. C'est bouché parce que, parce que, oui, le pervers, il ouvre sa braguette et il la referme. Ou même pas forcément déjà. Même pas forcément. Mon patient ne le fait même pas. Je suis d'accord avec Bernard, mais je pense que ce n'est pas du tout inintéressant de repérer la fonction de la fente dans son rapport à la chaîne signifiante, même si le pervers la met en acte, cette fonction, sur ce mode figé que tu évoques à juste titre. Marc, il faut que tu actives ton microphone pour parler. Il faut que tu le mettes. Qui, moi? Non, Marc Darmon qui demande la parole. Oui. Il faut que tu remettes ton micro. Tu peux lui remettre si je pense, Angela. Attends, il faut le trouver, hein, parce qu'il y en a 99. Tu peux chercher, tu as une fonction de recherche. Sauf que Marc, il ne s'appelle pas Marc, je crois, sur le… Je peux poser une question éventuellement en attendant? Mais non, c'est bon, Marc, tu peux y aller. Merci. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ce formidable exposé qui n'est pas sans évoquer tout le travail depuis plus d'un an sur Kant avec Sade, sur le séminaire de l'éthique. Donc, on voit bien comment tu as élaboré ce travail accompagné par tout un travail collectif. Absolument. Qui nous a animés tout cette année et qui va aboutir à l'étude du séminaire sur l'éthique pendant la fin août. Donc, en ce qui concerne la fente, ça m'a évoqué une publicité qui a quelques années n'a pas échappé à certains patients. C'était une publicité pour un opticien. De l'optique, un opticien. Oui, c'était sur une grande page de journal, la photo d'un œil fermé, disposé verticalement. Ah oui, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure illustration
Chez Belmer déjà. Hein. Chez Belmer a déjà fait des choses comme ça. Oui. Il y a des gravures de Belmer là-dessus aussi. Bah, c'était assez sidérant de voir cette fente Bien sûr. contenir l'œil, l'objet, Bien sûr. et qui nous regardait ainsi. Donc voilà. Alors, ce qui m'a semblé très intéressant dans ton exposé aussi, c'est l'insistance sur le pervers moderne par rapport au pervers traditionnel. Le pervers moderne qui est lié à un discours qui est issu du discours capitaliste, c'est-à-dire qui considère les sujets comme des consommateurs ou des producteurs. Donc, ces sujets réduits à cette fonction montrent que le système économique, le système politique et économique n'est pas sans effet sur la subjectivité, d'une façon tout à fait évidente ici. Alors, ce que je te poserai comme question, c'est le rôle de la science Alors, dans ce domaine, c'est-à-dire en quoi le discours scientifique et l'envers de ce dispositif. Alors, le discours scientifique, Lacan le met plutôt du côté du discours de l'hystérique. Oui, c'est sûr. Mais pas du tout du côté du discours de l'université. Le discours du scientifique n'est pas du côté d'un on comme ça. Il y a quelque chose qui s'organise tout à fait différemment, n'est-ce pas? Mais le discours scientifique, Lacan parlait de la léthosphère, dans le même sens que… Oui, de la touze. Donc la léthosphère, c'est-à-dire on n'en sort pas. C'est-à-dire que le réel est ainsi grignoté par le symbolique dans le discours scientifique. Et on n'échappe pas à ce grignotage du réel par le symbolique dans le discours scientifique. Alors, c'est bien ennuyeux parce que on a envie de croire au progrès et aux solutions scientifiques. On traverse une période où c'est particulièrement évident qu'on attende de la science qu'elle nous dise quelles sont, comme tu disais, les normes et qu'elle nous dise quoi faire. N'est-ce pas? C'est-à-dire on prend le discours scientifique comme modèle ou comme solution. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que le discours scientifique, ce n'est pas la parole du Dieu progrès. On attend comme ça qu'il trouve toujours, qu'il nous mène toujours au bon port, si on peut dire. Je ne sais pas ce que c'est pas. Est-ce qu'on n'attend pas qu'il parle comme ça dans le discours scientifique, qui n'a rien à voir avec le discours de l'université. Moi, je ne sais pas, le discours, j'aurais bien aimé parler, il aurait fallu que je réfléchisse un peu, ou je ne sais pas si j'aurais été capable, de parler des rapports du discours universitaire et du discours capitaliste. Le discours capitaliste, on voit bien comment il fonctionne. Je crois que tu avais fait un article qui était très bien dessus. On voit bien comment il fonctionne, c'est-à-dire comment il y a quelque chose qui saute de la barrière qui est d'habitude entre les deux places du bas comment il dit, le quadripode, n'est-ce pas? Où il y a une espèce de l'interdiction fait que la barrière qui était d'habitude là a sauté. Je ne sais pas, le discours du capitaliste, quand même, Lacan n'a parlé qu'une seule fois, oui, si je ne me trompe, dans le discours de Milan. C'est pas du tout quelque chose qu'il est repris par la suite.
c'est un discours qui est tout à fait malin, si je puis dire, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est un discours marxiste d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va extraire la valeur marchande de l'objet, qu'on va remettre dans le cycle, n'est-ce pas? Il y a quelque chose comme ça. Qu'on va, dans le discours du capitaliste, je suppose que tout le monde sait ce que c'est. Lacan va intervertir les deux termes de la fraction, si je puis m'exprimer ainsi, du rapport de gauche. C'est-à-dire qu'il va mettre le sujet en place d'agent, il va mettre le S1 en place de la vérité, et il va laisser le rapport de droite avec le S2 et le petit a. Et il va faire une espèce de trajet en 8 qui va faire que l'objet, le petit a, va revenir au sujet, n'est-ce pas? La barrière donc qui séparait dans le discours du maître l'objet et la vérité franchie, qui va revenir au sujet et que le sujet va le faire passer dans un S2, il va le réinvestir, n'est-ce pas? Je dois me tromper un peu, je ne sais plus où. C'est-à-dire Je ne le vois pas, il faudrait le créer. cette impuissance dans le discours du maître, Ouais. c'est-à-dire le retour de Franchi. sur le S, pareil, et franchi. Et il vient alimenter une sorte de Machine comme ça qui tourne, qui tourne et qui s'emballe. et qui se consomme et se consume, pour le citer. Voilà. Hmm. Donc, et je voulais te demander. Il me semble qu'il coexiste avec les discours de l'université, tu vois, qu'il y a quelque chose qui, les deux coexistent très très bien. Oui. Mais tu as parlé de normes qui vient qui vient remplacer en quelque sorte La loi. la loi. Donc, est-ce que ces normes ne sont pas le fruit d'un discours rationnel? Si, sûrement. Sûrement. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire un édifice qui tiendrait en lui-même, à partir d'idées qu'on va avoir sur l'homme, etc., etc. Et qui là aussi paraissent, c'est ça qui est toujours très frappant, qui paraissent des idées naturelles. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas se référer à la tradition, je ne sais pas quoi, hébraïque, chrétienne, tout ce que tu voudras, occidentale. On va essayer de recréer quelque chose qui serait un édifice qui tiendrait en lui-même, tu vois, de néo-loi d'une certaine manière. Ce que je voulais dire, c'est que la loi, en mettant une limite, tu ne tueras pas, Lacan a fait d'extraordinaires leçons là-dessus, la loi pose des limites et elle donne en même temps l'objet du désir. D'autre part, il faut rappeler que la loi, c'est toujours du côté du dit. C'est-à-dire il n'y a pas loi, le prisonnier dans une cellule ne peut pas sortir, ce n'est pas de l'ordre de la loi, c'est de l'ordre de quelque chose qui est impossible. La loi suppose toujours quelque chose qui est interdit et qu'on va transgresser, ou qu'on peut transgresser en tout cas. La loi donc pose en même temps l'objet du désir. C'est ça qui est très frappant, alors que la norme, c'est tout à fait autre chose. La norme va définir les limites dans lesquelles je reste dans la légalité. C'est pour ça que j'ai essayé d'opposer, comme ça pour faire une image aussi, la loi avec son caractère de limite, comme ça, qui pose l'objet de la jouissance et qui pose une espèce de jeu avec cet objet, si on peut dire, et la norme qui est quelque chose qui exclut celui qui ne veut pas entrer dedans. Une norme qui serait exclusive par rapport à la loi qui, elle, maintient toujours le sujet dans son orbe, si on peut dire. Est-ce que tu serais d'accord, Marc? Oui, tout à fait d'accord. C'est un autre régime de l'édifice des lois. Avant de laisser la parole aux autres, je voudrais te demander comment tu analyses c'est vraiment la question que tout le monde se pose en lisant Lacan. C'est-à-dire comment tu analyses cette maxime de ne pas céder sur son désir que Lacan a. En fait, c'est la complication parce qu'il s'agit de savoir ce qu'on appelle désir. Si ce qu'on appelle désir, nous pouvons y accéder. J'ai cité Littérateur tout à l'heure. Dans Littérateur, il me semble que Littérateur, c'est un texte qui est très proche de l'éthique, d'une certaine manière. C'est un fil que va suivre Lacan tout au long des années, qu'il va après laisser avec le Neuroméen. Mais ce qu'il va dire quand il va commenter Littérateur, il va dire que au-delà du littoral littéral, comme ça, dont il me semble qu'à ce moment-là, Lacan en fait une sorte d'inconscient réel, n'est-ce pas, une espèce de limite comme ça réelle à tout l'autre, à l'autre avec un grand A, il me semble qu'au-delà, il y a la jouissance. Et que c'est un peu la même chose que la chose dans l'éthique. Il y a quelque chose qui est un fil de Lacan. Il me semble que quand on dit ne cède pas sur ton désir,
ça veut dire ne cède pas sur ce qui t'oriente vers ce littoral. Ça ne veut pas dire je sais pas quoi, ça veut pas dire ne cède pas sur le fait que tu as envie, je sais pas quoi, moi, de tuer des enfants ou tout ce que tu voudras. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit de ne pas céder dans le rapport que nous avons à l'inconscient. Est-ce que moi, je le prendrais comme ça, Roland. Oui, voilà. Si il y a déjà eu beaucoup de choses, alors je ne sais pas. J'hésitais un peu à prendre encore un peu de temps. Non, je voudrais revenir sur la remarque de Bernard, sur le fait que, à supposer qu'effectivement le pervers illustre ce qu'il en est de la fente, c'est une fente, me semble-t-il, qui disait figée, en fait. Je ne sais plus quel terme exact. Bouché, en tout cas, bouché par le. Bouché, figé. Oui. Mais il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que c'est justement par le pervers que Lacan illustre cette dimension-là. Quand il dit que ce qui est important pour le pervers, c'est un pantalon qui s'ouvre et qui se ferme. C'est la fente dans le désir. Alors, au fond, la question, ce serait pourquoi Lacan donne cette place à la perversion, et est-ce qu'on aurait un autre accès à la fente tout aussi valable en prenant le névrosé? Ça me paraît pas sûr. C'est pas sûr, hein? Ça me paraît pas sûr pour la raison suivante, parce que alors là, je reprendrai plutôt ce que disait Marc sur le symbolique et le réel. Je crois qu'il semble dire que dans la science, le réel était grignoté par le symbolique. Je crois que c'est à partir d'un statut différent du symbolique et du réel dans la névrose et dans la perversion qu'on peut voir pourquoi Lacan donne cette place à la perversion. C'est-à-dire que si on aborde la fente, la question de la fente, de ce qui fait effectivement, que tu as très bien illustré, transgression, décalage dans la musique, on passe à autre chose, c'était tout à fait intéressant. Mais si on aborde cette question à partir du névrosé, on est quand même toujours à partir du langage, du signifiant. Et effectivement, la fente, ça se conçoit à partir du rapport entre deux signifiants. Mais c'est-à-dire qu'on est toujours plus ou moins dans la métaphore. Et il me semble que Lacan, peut-être son coup de force, c'est de tenter de prendre la fente non plus à partir du symbolique, mais à partir du réel. Oui. Voilà, on pose la fente et après on voit comment penser le signifiant à partir de là. Et en ce sens, il me semble que le dire comme ça, ça rappelle que Lacan, dans son travail, dans sa clinique, est passé d'une clinique où on part du symbolique, où le symptôme, par exemple, symbolise quelque chose, le conflit psychique, à une clinique qui part du réel. Oui, et que le pervers est un de ceux, de ces, un des cas, qui nous oblige à partir d'une clinique du réel. Vous voyez, il me semble qu'en ce sens, c'est bien de la fente en tant que telle qu'il s'agit chez le pervers. Simplement, on a besoin pour penser la fente, y compris pour le névrosé, de l'appréhender à partir de ce qu'elle a de plus réel. C'est sûr, Roland, je suis d'accord avec toi. La fente, c'est l'émergence du réel dans le symbolique. C'est comme ça qu'on l'a défini. Avec l'accent mis sur le réel, si tu veux. Alors, on peut aborder cette question à partir des deux bouts, si tu veux, tu vois. Oui, mais c'est la dimension du réel de l'être qui émerge dans le symbolique. Et ce n'est pas pour rien, il le fait remarquer, que l'exhibitionniste, il a besoin d'un lieu public, c'est-à-dire d'un cadre symbolique pour faire cette dimension de réel de la fente. Et en ce sens, je te suis tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a là, à partir de la clinique de la perversion, une accentuation à mettre sur la dimension du réel, et du réel qui émerge dans le symbolique, c'est-à-dire que voilà, on sort effectivement du semblant, par exemple. Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Le névrosé ne pourrait nous illustrer qu'un semblant si j'ose dire, de fente. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quelque chose qui n'a pas la même consistance, en quelque sorte.
Jean-Paul, j'aurais une petite question, si vous me le permettez. Et merci beaucoup pour cet exposé qui était remarquable. D'abord, une petite objection concernant ce que vous avez pu apporter concernant Kelsen et que peut-être vous pourrez développer autrement, d'autres lieux. Vous avez été assez rapide là-dessus, mais je ne crois pas qu'on puisse faire de distinction entre la loi et la norme. Comme vous l'avez fait, c'est exactement la même chose. Et ce que fait Kelsen, c'est très simple, c'est qu'il est bien obligé dans un système politique qui ne réfère plus au roi, dans lequel le roi est tombé aux oubliettes, ou qui ne réfère plus à Dieu, il est bien obligé d'expliquer à quoi réfère la loi, autrement dit d'où elle tire son autorité. C'est ce qu'il fait, il le formalise fort bien, et c'est tout simplement la première construction, explicitation, formalisation d'un système juridique lié à la République ou au système parlementaire. Donc, là-dessus, dire que la norme est une néo-loi, etc., là, je Non, sais... je n'ai pas dit que la norme était une néo-loi, mais elle était fondée sur d'autres choses que la loi classique. Je ne sais pas exactement ce que vous appelez la loi classique. Elle n'est pas fondée sur le roi, elle n'est pas fondée sur Dieu. Si effectivement la loi classique c'est Dieu et le roi, effectivement, elle n'est pas fondée là-dessus. Mais néanmoins, ça reste le droit. Hein. Et ce n'est pas ni plus ni moins un droit, si vous voulez, que le droit théologique, le droit hébraïque que vous avez cité, etc. C'est un système juridique. Le second point, c'est une question vraiment de béotien. Mais parce que j'ai eu le sentiment que vous tourniez un peu autour sans les... Quand on regarde, enfin, vous avez parlé du discours universitaire, etc. Quand on regarde la façon dont Lacan écrit le discours de l'analyse, le discours psychanalytique, en oubliant son nom un instant, et il dit que c'est le dernier venu. Je veux dire, la mise en position d'agent de l'objet petit a, son application à un sujet, c'est-à-dire qu'on sait, ce petit a en position de maître, sa maîtrise, c'est de savoir ce que veut le sujet. Son produit, c'est-à-dire un maître nouveau, un maître produit par ce discours, et en position de vérité, un savoir, justement, un savoir sur ce que veut le sujet, sur ce que désire le sujet. Comment vous vous débrouillez avec ça, justement, le fait que ça semble quand même tellement proche de ce que vous avez explicité remarquablement sur ce que serait la perversion comme mode d'échange social, c'est-à-dire non plus comme conduite individuelle, c'est vraiment l'effort que vous avez fait qui est très très bien, c'est de montrer que la perversion est aussi un mode de fonctionnement social, au point d'ailleurs qu'à la fin on ne sait plus très bien si la modalité perverse classique qu'est l'homosexualité n'est pas devenue la norme, c'est-à-dire si on peut encore la qualifier de pervers puisqu'elle est la norme. Ça pose un problème. Mais reprenons à ma question, ce discours, sans lui donner de nom maintenant, tel qu'il est écrit, comment vous vous débrouillez avec le fait qu'il colle tellement bien avec ce que vous avez décrit? C'est intéressant comme tout, mais il va être à peu près l'heure là, mais c'est intéressant de savoir pourquoi finalement on est très proche, c'est vrai, d'un discours du pervers. On n'est pas les premiers à le faire remarquer, hein. Ça a déjà été remarqué bien souvent. Oui, ça a été remarqué bien souvent, absolument. Oui, ça a été remarqué bien souvent. Comment dire, bon, il faudrait parler du discours de l'analyste, ce que c'est que le discours de l'analyste. Dans le S2 du discours de l'analyste qui est en position de vérité, c'est un peu, qu'est-ce que Lacan y met là? Qu'est-ce que Lacan met dans ce S2? Est-ce que c'est le savoir de l'analyste ou est-ce que c'est le savoir inconscient de l'analysant? C'est-à-dire que le discours d'analyse fera en sorte d'utiliser l'objet, si on peut dire en position comment dit-il, d'agent, pardon, merci. Merci. En position d'agent, de manière qui va mettre en face, si on peut dire, du sujet S barré, pour obtenir une espèce de représentation nue qui serait le S1. Il n'obtient pas un maître, il obtient une espèce de représentation agissante nue qui serait le S1 dans le discours, comme simple représentation qui n'est pas encore incarnée dans le S2. Je ne sais pas si on peut tout à fait en faire la même chose que le discours du pervers.
je ne suis pas sûr. Je vois bien comment on pourrait dire que c'est un discours Mais- qui pourrait être celui de la perversion. Et il y a d'ailleurs des analystes pervers, sûrement. Il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y aurait pas d'analystes pervers parmi nous qui se serviraient du discours analytique comme ça dans une espèce de… C'est-à-dire que la question que je posais finalement, excusez-moi juste de Non, préciser je vous en ça, prie, resserrez. c'est-à-dire comment, qu'est-ce que c'est que le discours analytique à partir du moment où il devient un discours où on le promet socialement comme un discours permettant l'échange. C'est ça finalement la question. Qu'est-ce qui Ce serait discours, si c'est un discours, c'est qu'il fait lien social. S'il fait lien social et que c'est le dernier venu et que la tâche de Lacan était de le promouvoir précisément comme un discours pouvant faire lien social, c'est-à-dire ayant à jouer un rôle comme modalité d'échange social, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble le discours analytique lorsque ça devient un mode d'échange social? Ça, c'est un versant de la question. Et l'autre, c'est cet objet petit a en position d'agent sur le plan social, c'est ce que vous avez explicité, c'est la promotion de l'objet de la jouissance. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait arriver à préciser mieux? C'est une question ouverte, hein, je n'ai pas forcément… Je ne sais pas si le discours analytique pourrait être généralisé. Il y a toujours les… généralisé. Vous voyez, je ne sais pas si si c'est un discours qui pourrait être tenu comme ça, comme un discours social. Et quand on dit le discours de l'analyse, il faut que nous tenions dans la cité. À partir du moment où il est l'analyse, ça pourrait faire rire. Parce qu'il y a toujours une équivoque dans les discours. À la fois, c'est quelque chose qui est chez un sujet, qui va tenir un discours comme ça. Et en même temps, c'est le rapport entre plusieurs sujets qui sont à des places différentes dans le discours. Il me semble que dans le discours de la psychanalyse, il y a quelque chose qui vise effectivement, j'ai essayé de le dire, mais je ne sais pas comment le dire, sinon maladroitement. Il faudrait qu'on reprenne ça, parce que l'heure là, ça vaudrait la peine d'être repris. Le rapport entre le discours du pervers et le discours du psychanalyste. Ça, c'est une question. En tout cas, s'il l'a écrit et qu'il le met au même rang que les autres, c'est qu'il a valeur d'un discours comme les autres, et qu'il a donc une valeur, non pas généralisable, mais valeur d'un lien social qui pourrait fonctionner. C'est bien pour ça qu'il se donnait autant de mal. Lacan. Oui, Lacan, bien sûr. Je passe la question, alors, comment dire. Jean-Paul. Je passe mon tour. Jean-Paul. Oui, je t'entends, vas-y. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à ajouter, quand tu dis que l'éthique, c'est le rapport du sujet à la jouissance, est-ce que l'on pourrait ajouter que c'est le rapport du sujet au maintien de la jouissance? Il me semble que ça, c'est l'éthique du pervers plutôt. Mais c'est bon, ça peut se dire aussi évidemment du sujet en général, bien sûr, si tu veux, d'accord. C'est-à-dire qu'au centre quand même de notre économie psychique, il y a cette question du maintien de la jouissance. Et de notre croyance en la jouissance. Et il me semble que justement, quand on renonce à cette croyance, c'est ce qu'on appelle la dépression. Quand on renonce à la croyance en la jouissance. C'est une manière… on pourrait dire ça comme ça. Tu vois. Il me semble que si tu veux, l'éthique, ça serait le maintien de notre lien à la jouissance. Mais par le désir. Ah, par exemple, par le désir. Qui vise la jouissance. Par exemple, le désir. Par exemple, par le désir. Oui. C'est pour ça que j'essayais de différencier la volonté de jouissance du pervers et le désir. Mais c'est vrai par le désir. Le désir vise la jouissance, une jouissance absente. Oui, mais c'est justement ce qui évite la dépression. Absolument, oui, absolument, bien sûr, c'est ça que tu veux dire, bien sûr. Par rapport au désir. Bien sûr, c'est exactement ça. En tant qu'il vise la jouissance, une jouissance impossible à atteindre, mais quand même. La dépression, c'est ça, il me semble, il faut demander à Roland qui a écrit un bouquin là-dessus, mais la dépression, c'est effectivement le fait de ne plus viser la jouissance par le désir. Disons ça comme ça. C'est pour ça que ça correspond très très bien à l'acédie des moines, comme ça, le péché capital de l'acédie. N'est-ce pas? C'est vrai, puisque tu m'interpelles, que la question de la dépression ne doit pas être liée seulement à une variation de l'humeur.
Bien sûr, bien sûr. Par rapport à la question du désir. Bien sûr. Et que, de ce point de vue, si on situe le désir comme quelque chose qui nous importe à nous, animalistes, on voit bien comment c'est bordé, on pourrait dire, d'un côté, par la perversion qui tente de présentifier son objet, et d'un autre côté, par la dépression qui en fait non pas l'objet d'un manque, mais l'objet d'une perte. Oui. Voilà, pour faire un tableau comme ça, hein, global. Bon. Peut-être qu'on peut remercier Jean-Paul et nous dire au revoir pour ce soir. La prochaine fois, c'est Angela qui va parler, oui, dans un mois. Le 23 juin. Le 23 juin. Tout à fait. Ça sera mon tour. Bon, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir. Très contente de vous revoir tous. Merci aussi. Le groupe du mardi. Oui, au revoir.